Ne surtout pas lâcher la pression, l'armée russe continue de pilonner jour après jour et nuit après nuit. Ce matin encore, une frappe meurtrière du côté de Kharkiv qu'on verra avec vous, Charline. Mais regardez d'abord ces images hallucinantes d'Odessa. C'est un château, c'est ce qu'ils appellent en Ukraine le château d'Harry Potter, parce qu'il ressemble un petit peu au château de Poudlard, un château d'inspiration gothique qui est situé, vous le voyez, au bord de la mer. Et c'est en fait l'académie de droit d'Odessa. C'est un bâtiment qui est très connu. Ce château a donc été incendié. Je ne sais pas si on a des images de ce à quoi il ressemblait avant, mais c'est vrai qu'il était absolument magnifique, ce château. Cette ville d'Odessa, qui est une ville somptueuse, qui était une ville somptueuse et qui a été détruite. Comment il a été détruit ce château? Regardez ces autres images, alors qui sont publiées par le procureur général d'Ukraine. Vous allez voir, c'est ce qu'on appelle un missile à sous-munitions. Regardez, c'est très impressionnant. On a l'impression d'être devant un tir de mitraillette géant. On voit toutes ces petites bombes qui explosent en même temps. Guillaume Laganne, on a ce que nous dit le procureur général d'Ukraine. Le rayon d'action de ce genre de missile, c'est 1,5 km. Il y a eu des détonations à 1,5 km à la ronde. C'est extrêmement impressionnant. Oui, alors ce sont donc d'abord sur un plan technique, ce sont des bombes qui sont plutôt faites pour détruire des infrastructures comme des pistes d'atterrissage, des pistes d'aviation. C'est comme ça qu'elles ont été conçues, puisque on le voit sur l'image, elles détruisent un périmètre et pas seulement l'endroit où elles ont frappé. Alors leur utilisation dans un milieu urbain comme Odessa est intéressante. Alors je ne sais pas ce qu'il faut en comprendre. Est-ce que les Russes manquaient d'un autre type de munitions? Est-ce qu'ils voulaient produire un effet un peu de stupeur et de peur? C'est possible. C'est pour tuer, hein. Enfin, je veux dire, ça oui, alors d'ailleurs, provoquer la panique, hein, effectivement. Voilà. Dans les deux autres choses que ça m'évoque, c'est que on est dans la campagne aérienne que les Russes mènent depuis plusieurs semaines contre plusieurs grandes villes ukrainienne. On a beaucoup parlé de Kharkiv. Là, on est à Odessa, qui est aussi un des objectifs de l'offensive, qui était un des objectifs de l'offensive russe en 2022, et où, on le sait, vit une partie de la population qui était avant la guerre plutôt favorable à Moscou. D'ailleurs, je note que le château est une propriété d'un homme politique, M. Kivalov, qui appartenait au Parti des régions. Alors du coup, d'ailleurs, je crois qu'il a été blessé. Oui. Donc la logique politique de l'attaque n'est pas complètement évidente, parce que a priori, c'était quelqu'un qui, avant l'invasion, était plutôt pro-russe. Dernier élément, je ne sais pas s'il faut se focaliser sur l'aspect bombe à sous-munitions, parce que vous savez que ça fait partie des munitions que nous avons, pas nous, mais que les Occidentaux ont livrées aux Ukrainiens. Alors pas nous, parce que nous avons souscrit un traité international, qui est la Convention de Dublin, qui interdit ces bombes à sous-munitions, parce que lorsqu'elles n'explosent pas, elles peuvent se révéler destructrices pour les populations civiles. Mais en même temps, elles ont quand même une utilité militaire. Et là, c'est intéressant aussi pour nous. Là, je sors un tout petit peu du cas de ce château. Ça nous interroge aussi sur le cadre international du droit de la guerre. Ce qui nous a semblé intéressant, c'est que en tout cas dans nos souvenirs, Magali, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais nous, on ne nous a pas semblé avoir déjà vu, en fait, ça nous permettait de nous rendre compte de ce que ça pouvait faire. Hein, parce que c'est vrai qu'effectivement, là, on est sur une centaine de mètres de large. Et juste un dernier élément, Odessa, vous l'avez dit, c'est une très belle ville qui a été fondée par un Français, le duc de Richelieu. Au début du 19e siècle. Odessa, je rappelle pour les téléspectateurs, c'est Ulysse, c'est l'Odyssée. Ça faisait partie de ces villes créées par l'impératrice à l'époque, Catherine, pour montrer la tradition, comment dirais-je, pour ressusciter un peu l'Antiquité, sur les bords de la mer Noire. Et c'est une ville qui a déjà été touchée par des bombardements russes. Je me souviens que la cathédrale en particulier, qui est classée, a été détruite. Et là, c'est intéressant aussi pour nous du point de vue du droit international, parce que normalement, le patrimoine d'une ville doit être protégé, et ça pourrait ouvrir d'ailleurs la voie à des procédures judiciaires, peut-être après la guerre, si ce patrimoine n'a pas été respecté dans les bombardements. Cette ville d'Odessa, Natalia, c'est un joyau, c'est vraiment un joyau, cette ville d'Odessa. Elle était absolument magnifique, elle a été évidemment très meurtrie depuis le début de la guerre. D'ailleurs, c'est une cible privilégiée pour Vladimir Poutine. Odessa, pour moi, ça dépasse la Russie et l'Ukraine. Pour moi, c'est une des villes du monde. Parce que les ressortissants de cette ville font le joyau de
des gens intellectuels mondiaux. Hollywood est né à l'Odessa. Enfin, les gens qui ont construit Hollywood sont tous venus de l'Odessa. Il y a beaucoup d'écrivains, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de... C'est une capitale culturelle. C'est une ville extraordinaire. Moi, j'ai qu'une seule explication. Cette ville, l'Occident, autant c'est très flou la défense des autres villes de la part des Occidentaux. Odessa a été prononcée par les hommes politiques à plusieurs reprises, que ce soit les Britanniques ou M. Macron. Tout le monde a dit l'Odessa, on ne laissera pas l'attaquer. Donc du coup, je pense que c'est pour ça que Poutine attaque. C'est pour ça qu'il attaque les raffineries, parce que, à mon sens, c'est les territoires que vise BlackRock et les grands industriels occidentaux qui ont d'ores et déjà programmé la reconstitution la reconstruction de l'Ukraine. Et donc, à mon sens, Poutine montre... C'est pour ça qu'il bombarde les raffineries et que les Américains demandent de ne pas le faire. Il y a aussi, sans doute, et certainement d'ailleurs, Magali, c'est l'accès à la mer Noire. Parce qu'en fait, si la Russie de Poutine veut priver l'Ukraine d'un quelconque accès à la mer, il faut qu'il prenne Odessa. Oui, et Odessa, c'est refusé à Poutine. Oui, bien sûr. Il y a eu, au début de l'invasion, on voyait bien la stratégie russe qui était en effet d'avancer jusqu'à Odessa, justement pour priver l'Ukraine de cet accès à la mer Noire. Et puis, en fait, ils n'ont pas réussi à dépasser Mykolaïv, qui était un peu plus à l'est. Donc aujourd'hui, on voit bien que Odessa, quand même, est resté malgré tout le cœur économique en fait de l'Ukraine, parce qu'en fait c'est par là qu'arrivent à sortir notamment les céréales. C'est de Odessa que les Ukrainiens continuent à faire sortir les céréales d'Ukraine. Donc viser Odessa, et c'est fait vraiment depuis le début, c'est essayer de casser justement cette infrastructure économique. Là, ce qui est frappant sur les images, c'est que ce château, c'était manifestement un lieu où les gens allaient se promener. Oui. C'est vraiment un endroit où on allait déambuler. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a beaucoup de blessés. Oui. Il y a près d'une trentaine de blessés. En fait, il y avait des grandes pelouses de promenade. Et même là, ce qu'on voit en surplomb du château, ce sont des parcs, etc. etc. Donc l'utilisation que l'on vient de voir de ces sous-munitions, d'après en tous les cas le procureur général d'Ukraine, c'était vraiment fait pour faire un maximum de victimes et marquer les esprits dans cette politique de terreur et d'intimidation. C'est quand même ce qui frappe quand on voit les images, parce que ces armes à sous-munitions, en effet, les Américains les ont livrées. Ça a été d'ailleurs très compliqué parce que ça a donné lieu à toute une polémique aux États-Unis. Ils les ont donnés aux Ukrainiens l'été dernier parce qu'en fait, ils en avaient beaucoup en stock et que les Ukrainiens avaient désespérément besoin d'armes. Et notamment, les Ukrainiens les ont utilisés pour essayer de percer, sans réussir d'ailleurs, les lignes de défense russes. Donc ils les ont utilisés sur ces fameux champs de mines pour essayer justement de faire sauter les mines et de pouvoir avancer. Là, ce qu'on voit sur ces images, c'est que c'est sur une zone civile. Oui, c'est ça. C'est pas sur une zone de guerre, c'est vraiment en plein cœur d'une grande ville, en plus des plus belles villes d'Ukraine. Oui, bien sûr. Elisabeth, là-dessus, alors je disais avant que vous arriviez, cette image-là, il nous semblait que c'était la première image qu'on voyait, où l'on voyait aussi clairement c'est un missile à sous-munitions en fait explosé. C'est une caméra de surveillance en fait qui a filmé ça. Ce qui me frappe là-dedans, on voit très bien que c'est un lieu public, comme disait Magali et comme vous disiez Bénédicte. C'est vraiment, on ne peut pas douter que c'est ça qui a été visé. C'est pas oups, comment ils ont pu faire dans le passé, peut-être on a mal visé. Là, ils visent à la fois le patrimoine et ils visent, je pense, on va dire, le contexte, l'opinion publique qui peut donc maintenant s'inquiéter. Déjà qu'on a vu que les soldats, que les généraux commencent à s'inquiéter un peu, on peut maintenant imaginer qu'ils s'attaquent aussi aux lieux publics. On est au printemps, les familles qui se baladent tout simplement, qui auront peur et que ça va
miner un peu le moral. C'est fait pour, sans aucun doute. Alors on peut aller bien plus au nord, nord-est même, retrouver Charline Hurel, parce que vous êtes à Kharkiv, Charline. Et je le disais tout à l'heure, bonjour à vous déjà, et bonjour évidemment à Marine Truchot qui vous accompagne, qui est en train de vous filmer derrière la caméra. Il y a eu des frappes meurtrières aussi à Kharkiv, je le disais tout à l'heure, avec Charlotte Lefetté, pardon, je dis Marine Truchot, Charlotte Lefetté, pardon Charlotte. Des frappes meurtrières ce matin aussi à Kharkiv. Vous avez tout entendu, vous êtes allé sur place ? Exactement, parce qu'on a entendu ces bombardements. Nous étions à l'intérieur d'un bâtiment à ce moment-là, tout prêt à en sortir, et donc on entend ces bombardements qui nous semblent relativement proches tout de même. Et puis, lorsque nous arrivons sur place, nous voyons un grand panache de fumée d'abord, et puis très rapidement un périmètre de sécurité qui est mis en place. Et là, la raison est toute simple, c'est que les secours expliquent. Il y a souvent la pratique de la double tap, comme ils le disent ici, c'est la double frappe, c'est-à-dire d'abord un bombardement, les services de secours, les pompiers arrivent, et ensuite il y a un autre bombardement qui arrive au même endroit, et donc ça fait encore plus de morts. Voilà en tout cas la crainte, et on le voyait, même les policiers qui étaient particulièrement agités, ne sachant pas ce qui allait arriver. Le bilan qui est toujours provisoire, je le rappelle, ce sont 9 blessés, 1 mort dans ces frappes, et ce qui a été visé, c'est une université pour vétérinaires, très exactement. Il y avait des chercheurs qui étaient à l'intérieur. Nous avons pu nous entretenir avec ceux qui ne sont pas blessés. Ils nous décrivent une explosion extrêmement rapide, le cerveau qui pendant quelques secondes ne sait pas où est-ce qu'il se trouve, et donc eux nous disent bien, parce qu'on leur pose la question, est-ce qu'il y avait des armes dans ce bâtiment, est-ce qu'il y avait du matériel militaire, et ils nous disent absolument pas. Nous avons discuté avec eux, nous les avons vus, ils étaient particulièrement sous le choc, et on pouvait voir d'ailleurs avec leur matériel que ce sont bien des chercheurs à qui nous avions affaire et non pas des militaires.